Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, est avec nous encore une fois ce soir. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Patrice. Alors, Avdiivka, on va la voir sur une carte, cette ville. Pourquoi, d'abord, les Russes, on le voit là sur le front, pourquoi les Russes, un peu au nord de Donetsk, pourquoi les Russes foncent à ce point et veulent à ce point s'emparer de cette ville? Parce qu'en fait, depuis plusieurs mois, ce sont les Ukrainiens qui mènent cette guerre. Et en particulier, beaucoup plus à l'ouest, au sud à l'ouest, dans la région de Zaporijjia, les Ukrainiens essayent de percer la ligne de défense russe, au point d'avoir mis en difficulté les armées russes. Et le commandement russe a décidé de lancer une espèce de contre-offensive pour obliger les Ukrainiens, d'une part, à desserrer l'étau dans la région de Zaporijjia et aussi de montrer à la société russe que c'est eux qui mènent la guerre. Mais ils le font, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, au prix de pertes énormes. On pense que certains jours, ils ont perdu jusqu'à 1000 hommes. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont réapprovisionné leur régiment avec de jeunes recrues qui sont mal formés, mal équipés et qu'ils envoient au combat comme de la chair à canon. Cependant, l'avancée des Russes dans cette région d'Avdiivka, en réalité, n'a aucun intérêt stratégique. C'est une ville minière de petite dimension qui fait penser un peu à Bakhmout. Et le fait que les Russes s'en emparent ou pas ne changera rien dans le fait que la ligne de front est quasiment enlisée, comme vous le rappeliez dans votre sujet. Avant de parler de l'enlisement, parce que je veux aller là, et des déclarations du chef d'état-major ukrainien, mais avant, est-ce que Poutine peut vraiment lancer à la boucherie comme ça 900 000 soldats par jour sans conséquence? Est-ce qu'il n'y aura pas une révolte? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné quelque chose qui va le forcer à arrêter? Ce qui est catastrophique, c'est que la société russe est annihilée par l'omniprésence, ou plutôt le totalitarisme de Poutine. Personne n'ose se révolter contre, d'autant plus que le gouvernement russe verse des sommes importantes. On dit jusqu'à 50 000 euros aux familles qui perdent des combattants. Et donc, ni individuellement ni collectivement, les Russes n'osent se rebeller contre cette guerre qui n'a absolument aucun sens et qui est en train de sacrifier une partie de leur jeunesse. On parle de plus de 200 000 morts depuis le début de la guerre du côté russe, quasiment autant du côté ukrainien, sauf que du côté ukrainien, il y a une moitié de civils, alors que là, ce sont essentiellement des militaires du côté russe. Mais surtout, ce qui est terrible à ce stade, c'est qu'on voit bien que le front est enlisé parce que les Russes n'ont pas les moyens de gagner cette guerre. Là, ils peinent à s'emparer d'une toute petite ville et les Ukrainiens n'ont plus réellement les moyens de percer le front. Bon, mais justement, Guillaume Ancel, et ça ramène aux propos du chef d'état-major à Jalouzny. Zelensky, le président, n'était pas très heureux qu'il dise ça, mais il l'avait dit à The Economist il y a 3 semaines. Il dit, on est enlisé, on n'arrive pas... Vous étiez un des optimistes en disant, ils vont peut-être finir par percer la muraille russe. Ils n'arrivent pas vraiment de façon importante à le faire. On fait quoi? C'est un blocage total? C'est un blocage qui est extrêmement ennuyeux parce que, oui, Patrice, jusque fin octobre, j'ai espéré, comme beaucoup, que les Ukrainiens arrivent à percer dans leur offensive de printemps. Mais on savait que leur autonomie était limitée à peu près au mois d'octobre et qu'après allaient s'abattre les plus importantes. Et actuellement, il y a un cyclone de froid, vraiment un blizzard de froid qui s'est abattu sur cette région de l'Ukraine, qui a incroyablement ralenti, bien sûr, tous les combats. Néanmoins, les Ukrainiens ont commis vraisemblablement une erreur assez lourde en croyant qu'ils allaient user les régiments russes. Et les Russes arrivent à réapprovisionner, à réarmer très régulièrement ces unités malgré les pertes considérables. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont une population 4 fois plus importante que la population ukrainienne. Et puis on a surestimé aussi la capacité des Ukrainiens à mener des manœuvres combinées, c'est-à-dire avec des chars, de l'artillerie, de l'infanterie et du génie pour déminer. Or, en fait, à ce stade, les Ukrainiens savent très bien faire une seule des choses à la fois. Ils savent très bien faire de l'artillerie, ils savent très bien faire des chars, mais pas ensemble. Et enfin, il y a un troisième facteur qui a complètement renversé la situation
sur le front, c'est que les Russes ont reçu des millions d'obus de la Corée du Nord, alors qu'on espérait que leur artillerie, qui a toujours été très puissante, même si elle n'est pas très pointue, a repris malheureusement sa capacité à matraquer toute tentative d'offensive ukrainienne. Et c'est pour cela qu'à ce stade, le front est figé. On attend maintenant la livraison des avions F-16 à l'armée ukrainienne, mais je ne suis pas sûr que quelques dizaines d'avions changent réellement la nature du front. Front figé. On va se laisser là-dessus, Guillaume Ancel. Évidemment, ça pose toutes sortes de questions sur la suite des choses. On rappelle qu'en février, 24 février, ça fera 2 ans. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, merci comme toujours. À bientôt. Merci, à bientôt Patrice. Au revoir.